Parents et amis vous revient dans 20 secondes. Le chef du Bistrot B, François Blais, a finalement succombé à la demande. Il repasse ses fourneaux pour le week-end de la Saint-Valentin. Un menu 4 services complets, raffiné pour 55 $ seulement par Valentin. Et oui, entre autres, il y a des pétoncles et ces fameux riz de veau incomparables. Réservez vite votre menu pour emporter au bistrotb.ca et le Facebook de Bistrot B. Parents et amis, avec Gilles Parent. Hey, comment allez-vous? Bienvenue à Parents et amis, de plus en plus populaire. Merci à tous les gens qui passent le mot, c'est ce qu'on comprend. Monsieur, madame disent à leurs amis, es-tu au courant? Gilles Parent est rendu sur le web. Ça va faire 1 an d'ailleurs dans quelques semaines maximum. Alors les gens découvrent ça tranquillement, font de la promotion pour nous autres, on apprécie. Et selon Chartable, donc une compilation des podcasts les plus écoutés, pour ce qui est du divertissement au Canada, on fait partie régulièrement du top 50, top 25 aussi, même si c'est en français en concurrence avec les Anglais. On apprécie donc une croissance de l'écoute. Ça veut dire que les gens ont de l'intérêt. On va essayer de continuer d'être bons, si c'est ça que vous voulez. Elle est souvent notre voix de la raison quand il s'agit de l'alimentation. Ses études, ses recherches et ses connaissances acquises au fil des années, additionnées à ses talents de vulgarisatrice, de communicatrice et de femme d'affaires, en font une perle. Dans son milieu, je retrouve avec bonheur Isabelle Huot. Bonjour Isabelle. Ah, quel plaisir, Gilles. Puis écoute, je suis pas étonnée de voir que tu as d'aussi bons résultats. Écoute, t'es tellement bon, honnêtement, je le dis en toute sincérité. Les gens avaient hâte de te retrouver, puis voilà, c'est possible maintenant grâce à ton podcast. Et bravo pour ces beaux résultats-là. Bien mérité. Oui, ben c'est très gentil. Puis je suis content de savoir aussi que les gens que je sollicite à 99% du temps, s'ils peuvent, ils vont le faire. S'ils ont des contrats, des fois, ils peuvent pas. Mais je suis content de voir ça. On en vient avec les événements que j'ai vécus il y a 3 ans. À un moment donné, tu peux être ébranlé un peu puis te demander si la confiance est là. Mais finalement, je me rends compte que le public fait bien les choses, fait la part des choses et c'est fort apprécié. On a un bon menu, Isabelle, ensemble. À toutes les fois qu'on se parle, j'ai l'impression qu'on manque de temps, mais en podcast, c'est pas si mal parce qu'on a moins l'horloge. C'est vrai, on est un peu comme au baseball, il n'y a pas d'horloge. C'est vrai. On y va tant qu'on peut. Tant mieux parce que toi et moi, on a de la jasette et puis on a plein de sujets de discussion. OK, parlons de l'année de 2020. Tu es une femme d'affaires, tout le monde le sait, communicatrice. On te lit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, on te voit à Salut Bonjour et on te sollicite aussi pour des conférences. Donc, tu es très active, mais tu es aussi avec tes propres produits. Je veux qu'on regarde ça un peu. Tu es rendu où? Est-ce que tu es une femme condamnée à grandir l'entreprise? Est-ce que c'est bon, la pandémie, pour toi? Oui, ben je veux absolument. Moi, je suis très fonceuse, hein, donc je veux absolument grandir. Puis c'est pas augmenter mon chiffre d'affaires. Je veux atteindre des nouveaux marchés. J'aime ça progresser, j'aime ça avancer. Et la pandémie, ben oui, ça a été bon parce que les ventes en ligne ont explosé. C'est mon cas, mais c'est le cas de tous mes amis et toutes les personnes en fait qui ont une entreprise avec un commerce en ligne. Les gens sortent de moins en moins, veulent pas aller à l'épicerie, donc tout ce qui est repas en ligne, puis on le voit avec à quel point les livreurs transporteurs sont débordés parce que justement les gens commandent de plus en plus. Ça vaut pour la nourriture, puis ça vaut pour les vêtements, ça vaut pour à peu près tout. Mais merci vraiment à tout le monde de votre confiance. J'ai lancé ma boutique en ligne, Gilles, en 2011. Oui. Donc à l'époque, là, acheter des aliments en ligne, Goodfood n'existait pas, Cookit n'existait pas. Les gens étaient extrêmement frileux. Et je pense que les gens ont pris goût maintenant. Par contre, j'imagine que le fait que tu aies toutes fait tes erreurs avant que la pandémie arrive, tu fais partie de ceux qui ont rapidement pu profiter de l'intérêt et l'engouement du public pour l'achat en ligne. Ah, vraiment. Vraiment. Moi, ma boutique en ligne était fonctionnelle. On n'avait plus de bugs. Je suis vraiment privilégiée pour ça parce que la boutique roulait déjà depuis 9 ans. Donc, c'est sûr, ça m'a beaucoup aidé. J'ai essayé de coacher des gens pour lancer leur boutique en ligne, mais on sait que tu fais pas ça en quelques semaines, là. Ça prend des mois d'avoir quelque chose de fonctionnel, sans bug. Et puis, c'est sûr que moi, ça a facilité la vie durant la pandémie parce que du côté de mes
produits en épicerie, je pense à mes bars chez Costco, j'ai une décroissance des ventes de 40 du côté du prêt-à-manger, j'ai une décroissance des ventes aussi parce que les gens sont à la maison, donc ils achètent moins le petit lunch, la petite entente. Donc, j'ai eu du très fort, j'ai eu du moins fort, mais c'est parfait parce que l'idée, c'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier, puis comme ça permet à l'entreprise de continuer de croître et d'évoluer. Mais le fait que tu as effectivement des tentacules assez larges, c'est ça. S'il y en a qui baissent pour des raisons évidentes, quand tu parles des petits lunchs, tout ça, on va moins au bureau, on va moins au travail, donc c'est tout à fait logique. C'est une logique implacable. Mais le fait que tu aies d'autres activités, des gens qui peuvent avoir des repas préparés, ben ça, je pense que les repas préparés à la Good Food, mais à la Isabelle Huot et les autres, là, j'ai l'impression que tous ces gens-là, toutes ces entreprises-là ont une croissance retentissante en 2020. Oui, absolument. Puis les consultations en nutrition aussi, parce que faut le dire qu'avec la pandémie, les gens ont tendance beaucoup plus à manger et à boire. Oui, et à boire absolument. On l'a vu dans toutes les statistiques. Que les gens boivent plus, surtout au début de la pandémie, plus souvent. Oui. 22% des Québécois qui ont augmenté leur consommation d'alcool. Le travail à la maison fait en sorte aussi que, bon, on sort le petit verre à 5 heures, c'est l'apéro tous les jours. Ça a bouleversé les habitudes alimentaires dans le sens où, oui, les gens cuisinent plus, ça c'est super bon, mais plus de dessert aussi. Puis le fait que beaucoup de gens sont à la maison, ben d'aller piger dans le garde-manger pour calmer de la solitude, l'anxiété, de l'angoisse, puis de manger des biscuits puis autres douceurs dans le quotidien, ben on a vu ça beaucoup. Et sais-tu, Isabelle, derrière ça, parce que ce que tu expliques, c'est on voit nos amis, on s'entend, tous ceux qui nous écoutent disent ben oui, on est un peu là-dedans, mais en plus de ça, pour bien des gens, il y avait le nuage d'incertitude. Ça va arrêter quand? Ils vont-tu trouver le vaccin? On va-tu mourir? Oui. Est-ce que ma mère va être correcte? Est-ce que moi, je vais garder ma job? Est-ce qu'ils vont se laquer du monde? Fait que l'incertitude, tu le sais, ça nous amène sans se mettre en petite boule, petite boule de graisse. Ouais. C'est là c'est vrai que c'est là qu'on va aller chercher un petit plaisir. Puis les petits plaisirs qu'on avait pour certains, je sais pas, moi, avoir des amis qui viennent chez vous, prendre un petit verre, faire un souper, aller voir un spectacle, aller voir... Tout ça est arrêté. Fait que finalement, la boisson ou la nourriture, puis comme tu dis, les deux mains dedans à la maison, tout ça explique. Est-ce qu'on te le dit? Est-ce que des gens t'ont écrit ou ont consulté pour dire j'ai de la misère, je mange plus, j'ai engraissé, j'ai pris un petit 10 livres. Vraiment. Ouais, hein? Ah, c'est fou. C'est fou, puis j'ai lu des sondages un peu partout en Europe, puis écoute, même en France, c'est pareil? Les Français en moyenne ont gagné du poids, les Français grignotent plus, c'est pas dans leurs habitudes, et puis au Québec, ben c'est flagrant dans toutes les études que je suis depuis mars, les gens grignotent plus de sucre, plus de boissons sucrées. Donc, tout ça fait en sorte qu'ils ont besoin de conseils, d'appui, de support. Puis, tu sais, je pense que l'idée, c'est essayer de remettre une routine dans son quotidien, que même si on travaille à la maison, ben, de se lever, d'aller marcher comme tu fais. Je suis impressionnée par le nombre de pas, Gilles, que tu fais chaque jour. Wow! Tout le monde faisait ça. Je l'ai intégré depuis 3 ans, depuis que j'ai eu un peu plus de temps, même beaucoup trop de temps au début. Puis là, je suis un peu plus occupé, mais graduellement. Sauf que je l'ai intégré, mais je l'ai intégré comme des gens vont dire, on lisait récemment dans le journal, dans toute l'histoire du premier ministre puis ses choix de livres, que lui, comme premier ministre, mais comme citoyen, il s'impose 45 minutes de lecture par jour. Puis je disais à ma blonde, ça, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je me lève, la première heure, je m'en vais marcher, ou je m'en vais courir, ou je me donne du temps pour, je sais pas, jouer du piano parce que j'aime ça. C'est une discipline, mais c'est une routine qui nous a manqué au début de la pandémie. On était comme déstabilisés. Exactement. Donc, si le premier ministre a le temps de lire, ben c'est ça. Faut trouver le temps, effectivement, de bouger puis de mettre des saines habitudes de vie dans notre quotidien, là. Ouais. Allons-y, parlons un peu de ton entreprise pour bien comprendre, parce que je parlais d'activité, donc ça va te faire plaisir, j'imagine. Il y a les repas préparés, le prêt-à-manger, mais je sais pas en volume. Qu'est-ce qui est le plus important pour Isabelle Huot, la section business? Ben, les ventes en ligne, c'est sûr que tout ce qui est prêt à manger, on livre partout au Québec, en Ontario. Okay. Donc, c'est vraiment des petits repas santé qu'on peut manger le midi, le soir. Puis, c'est pas uniquement en perte de poids. Hein. J'ai changé le nom de mon entreprise. J'ai desservi beaucoup de personnes âgées qui sortaient plus. J'ai beaucoup d'enfants qui disent, ben, mon père a 80, 85 ans. Il est seul, il cuisine pas. Et puis, ces enfants-là achètent pour leurs parents. OK, je comprends. Pour avoir de l'équilibre, là, dans le fond, tu as des protéines, tout est équilibré, ton affaire, là. Tout est équilibré. Fait que les petits repas, puis sinon, ben j'ai les céréales, les tartinades de fruits aux graines de chia,
J'ai lancé un mélange à biscuits muffins qui font fureur. C'est mon plus grand vendeur parce qu'on aime se gâter, mais se gâter santé. Fait que genre des biscuits avec de l'avoine, peu de sucre, des muffins avec de la farine de blé entier et tout. Ça, c'est hyper populaire. Je viens d'entrer chez Métro avec ça. Écoute, c'est quoi, Isabelle? Je serais porté à dire, même si c'est bon pour la santé, même si c'est santé puis c'est bien pensé, faut que ça soit bon. T'es d'accord? Ça doit être ça sur tu travailles. Si c'est pas bon, tu vas avoir de la misère à persévérer puis à continuer. Ben exactement. Faut que ça soit bon. Je pense que c'est pour ça que mes biscuits marchent autant parce qu'ils sont superbes, sont vraiment vraiment bons. Et puis IGA, j'ai introduit mes tartinades, mes céréales aussi. Là, je suis après ouvrir un compte chez Walmart Canada. Fait que je suis assez persévérante, assez fonceuse. Moi, quelqu'un me dit non, là, Walmart, ça fait 4-5 ans que je travaille ce compte-là, puis un jour ils vont me dire oui. Ben c'est maintenant, tu sais. Mais faut jamais lâcher là. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est tellement, puis je suis d'ailleurs mentor pour quelques startups, c'est important la résilience, mais la persévérance surtout là. Absolument. En affaires, c'est vraiment la clé là. Est-ce qu'il y a encore une portion de ton temps et de ton équipe qui travaille en entreprise comme nutritionniste ou encore auprès des gens pour des programmes d'engagement plus complets, Kilo Solutions, je sais que tu le fais. Il y avait les livres qui allaient avec ça, mais est-ce que tu fais encore de la consultation comme nutritionniste et docteur en nutrition? Ben, en fait, moi, je fais plus de consultation. Je me suis associée à Équipe Nutrition. Donc, on a 65 cliniques où on offre des consultations. Absolument, j'ai une équipe formidable qui donne des consultations Québec, Ontario, un peu partout au Canada aussi. Donc, l'équipe s'agrandit et on donne plein de conférences en entreprise. Moi, personnellement, j'en ai 2-3 par semaine. Mon équipe en fait aussi. Donc, oui, on continue le volet entreprise. Puis le week-end, j'écris mes textes du journal parce que la semaine, souvent, j'opère ma business. J'ai pas de directeur général, donc c'est moi qui le fais. Il faut comprendre que les marges sont petites dans l'alimentation. Donc, c'est souvent en bas de 5%, hein? C'est souvent en bas de 5%? C'est en bas de 5 en fait. Si j'ai une année à 8, j'explose de joie, mais la plupart du temps, c'est autour de 5. Donc, c'est des marges très, très petites. J'aurais besoin de beaucoup plus d'employés, mais je peux pas me le permettre. Donc, on travaille tous très, très fort. J'ai vraiment une super équipe. Faut que tu aies un bon chum aussi, parce que tu travailles en tabarouette. Oui. C'est 8 jours sur 7. Lui, il comprend, mais je comprends en même temps que toi, tu peux pas te permettre de relâcher tant que ça, là. Non, moi, c'est vraiment du 7 jours sur 7, puis très, très, très compréhensif. C'est un avocat, donc, qui travaille très fort, souvent du 14-15 heures par jour aussi. Mais j'avoue que le week-end, il aimerait bien que je prenne un petit peu d'heures pour passer plus de temps avec lui. Mais toi, en plus, t'aimes le monde, puis que les gens qui t'écrivent, ça veut dire que sur ton téléphone cellulaire, toi, c'est ton bureau souvent, avec tu vas avoir de la misère à pas le regarder, hein? Écoute, je suis toujours devant mon ordi, mais mon ciel très rare. Quelqu'un qui me texte va répondre 3 jours après. Donc, non, je suis pas sur mon ciel, pas du tout, mais j'ai tendance à passer 12 heures assises, 13 heures devant l'ordi facilement, là. Les chroniques, ça te demande pas mal. Je sais que tu fais de la télé, du journal, mais tu te réserves une période pour ça. On te voit quand même pas mal. Moi, là où je te remarque le plus, c'est les 2 pages, souvent couleur, dans le Journal de Québec, pour moi, à Québec. Là. Ça, je me dis, tabarouette, puis c'est souvent des conseils très pratiques, des choses tout à fait du quotidien. C'est probablement ce qu'on te demande. Oui, absolument, mais j'ai vraiment carte blanche sur les sujets. Donc, si les gens ont des idées de sujets, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook. Parce que là, par exemple, je suis en train de faire un article sur les centres de ski, parce que en zone rouge, on peut pas rentrer sauf pour se réchauffer avoir notre 15 lunch, minutes. Hein? Ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on apporte? Mais là, s'il fait moins 20, ça gèle dans l'auto. Donc, des petits conseils pratiques. Toutes les idées sont bonnes, là. J'ai vraiment carte blanche, vraiment sur le choix des papiers à rédiger, là. Ben, je suis bien content d'entendre ça parce que je tenais à en parler. Peut-être parce que c'est la fin de l'année. Puis c'est une année où on a été, psychologiquement, sans dire qu'on est fous tous les deux, on était atteints, tout le monde. Tout le monde a trouvé ça. On a trouvé ça dur, on a trouvé ça long, on trouve ça encore long. Là, on a l'espoir. Tu sais, on dit la lumière au bout du tunnel, mais là, les vaccins, tu sais, je voyais des avions. J'étais quasiment ému. Je voyais les avions qui arrivaient avec des cargaisons complètes de vaccins
vaccin aux États-Unis qui commence à rentrer. Là, on avait de la misère. On se disait quasiment, c'est-tu vrai cette affaire-là? J'espère qu'ils ne nous niaisent pas, mais là, on voit bien que les vaccins arrivent. Ça arrivait de la Belgique, donc c'était les premiers vaccins qui arrivaient pour les Américains. Il y a d'autres compagnies, Medicago et les autres. C'est encourageant, mais là, c'est la période, le tampon entre quand est-ce qu'on va être vacciné puis garder les bonnes habitudes. Là, c'est comme l'effort suprême présentement. Oui, on est encore dans l'inconnu. C'est une excellente nouvelle, mais est-ce que c'est sûr qu'on va vacciner en priorité les gens les plus sensibles au virus. Donc, pour nous... on va attendre un peu, je pense. On va attendre quelques mois, je pense. Mais la bonne nouvelle, Isabelle, c'est qu'à partir du moment où les gens plus vulnérables sont vaccinés, tranquillement, on va être capable d'ouvrir un peu plus sur les commerces, sur les restaurants. Quand il va y avoir de plus en plus de monde qui vont être vaccinés, tu comprends? Graduellement, on comprend que on sera plus à 100% à risque. On va commencer à baisser. Fait on peut penser que dans les mois amenant vers l'été, ça va un peu s'améliorer dans notre façon de pouvoir vivre notre vie. Je le souhaite. Ouais. Les restaurateurs, c'est terrible. Il y en a beaucoup qui se relèvent pas de ça. Les magasins, c'est pareil. Puis il avait mis vraiment toutes les mesures en place. Honnêtement, moi, j'aurais pas fermé les restos, mais j'aurais mis un couvre-feu comme dans l'Ouest canadien où à 9h30, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de cuisine. Donc, oui, moi, je fais partie de ceux. Je comprends que la raison est une raison de santé. Puis ils disent, écoute, dans les faits, autant bar que restaurant, c'est un endroit qui amène à faire de la socialisation, qu'on le veuille ou non, rapidement. Ben, on comprend, mais c'est souvent l'alcool, je suis d'accord avec toi, quand tu arrives le soir, tu tombes à la 3e bouteille en gang, là, à un moment donné, les inhibitions, ça lève, tu commences à être plus proche. Exact. Tout ça est vrai, mais avec tout l'argent, les millions qui ont été mis pour la protection dans les restaurants, moi aussi, tellement que, écoute, je vais te faire une confidence, je disais à des gens très près de moi, je dis, si on me demande, mettons, prenons le temps des fêtes, assez objectivement puis de façon sanitaire, la discussion est juste là-dessus. On me dit, j'ai le droit à 10 personnes. Bon, mes fils, leurs blondes, les enfants, on est 10 chez nous. Mais ils vivent pas sous mon toit, tu comprends? On a une permission pendant 4 jours, on le fera pas pendant 4 jours, mais mettons, le 24 au soir, ils viennent chez nous. Dans les faits, si j'avais été dans une grande salle avec une grande table dans un hôtel qui avait des serveurs masqués avec les gants puis la patente puis tu comprends, puis on est tous séparés. On est tous séparés. Dans les faits, ça serait bien moins dangereux. Mais tu comprends ce que je veux dire? Chez nous, je vais faire mon possible. Je vais faire mon possible. Puis oui, l'amour mais dans les faits, les dangers sont bien plus grands chez nous où on n'est pas paré pour être capable d'avoir 10 personnes puis avoir une distance de 2 mètres, les masques. Tu sais, la proximité naturelle de voir ses enfants, ses amis chez soi va faire que ça va être plus difficile. Clair. Fait que, écoute, je suis tellement d'accord avec toi. Puis c'est vraiment, j'en discute souvent avec mes amis. Puis en même temps, je vois tous mes amis restaurateurs voir les fêtes et de pas savoir s'ils vont se relever en début d'année. Puis tu sais, quand t'es rendu à 45 ans pis t'as mis toutes tes rires en garantie, c'est plate en bâtisse, là, hein? T'espères que ça va ouvrir vite. Exactement. Bon, on va parler un peu de sujets rapprochant à tes grandes qualités. On a une bonne intro de 15-20 minutes de fait, ça va bien. Je veux qu'on parle des consommateurs qui, cette année, ont noté, entre autres, les produits frais comme étant en hausse constante. N'importe qui a fait l'épicerie s'est rendu compte, entre autres, les légumes. Moi, je suis un amateur de tomates. C'est ça, je veux dire. Tu sais, souvent, je prends la petite barquette de tomates de 2 rangées là, de Mers. Mettons les produits des fermes de Mers à Québec, qui sont très populaires. Alors, puis habituellement, c'est 3 piastres et demi. Là, j'arrive chez IGA cette semaine, 5,99. Je dis, wow, attends un peu, là. Là, c'est 2 piastres et demi de plus. Tout le monde note ça. Certaines semaines, on avait des choux-fleurs à 6 piastres. Évidemment, je fais comme bien des gens. Le chou-fleur, cette semaine-là, j'en prends pas. Mais est-ce que c'est une chose qui a été notée, toi aussi, des produits frais, fruits et légumes, entre autres, qui ont augmenté beaucoup? Ça tellement pas été facile pour les producteurs maraîchers du Québec. Ils ont manqué de travailleurs étrangers cette année dans les champs. Souvent, on devait laisser les laitues, les cultures dans les champs, justement parce qu'il y avait personne pour les ramasser. Puis, on a beau dire, il y a un programme de l'UPA pour amener des travailleurs du Québec. Il y en a plein qui n'ont pas d'emploi. Honnêtement, là, j'ai fait la tournée des champs cet été. Puis, je peux dire que les travailleurs d'ici, là, ils restaient une journée, puis quand il restait 3 jours, c'était beau. Le lendemain, ils se pointaient pas. Même ceux qui arrivaient, qui disaient pour moi, je fais dur, j'ai pas de problème. Ils disaient non, finalement, c'est trop dur pour moi. Ça a été très, très dur pour les producteurs maraîchers, puis c'est ceux qui ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. Fait que le prix a pu augmenter. L'important, c'est en ce moment, là, mangeons des pommes de terre, mangeons des betteraves, mangeons du chou, mangeons local, les produits de saison, les produits moins chers.
Pardon? Je disais le navet aussi. Moi, je suis un amateur de navet, carottes et navets. C'est pas si mal. Non, mais c'est les légumes racines, à ce temps-ci, ils sont pas si chers quand même. Ben, c'est justement les légumes racines. On peut se tourner vers, il y a une abondance de légumes surgelés aussi. Oui. Tu sais, d'être rationnel, de suivre les spéciaux, de diminuer sur le coût de la viande pour dire, ben, j'ai pas besoin de manger 8 onces de viande, donc 3 onces et demie de viande, 100 grammes de viande, c'est parfait. Laisser de place aux protéines végétales. Il y a plein de façons de réduire le coût du panier d'épicerie. Si on achète un poulet entier, là, ben, c'est bien moins cher que d'acheter les poitrines de poulet qui sont déjà parées. Oui. Fait qu'on dit, bon, ben, je vais travailler un petit peu plus, mais c'est pas grave parce que j'économise, puis cet argent-là, je peux le mettre ailleurs. En passant, les tomates de Mers et Savoura, moi, le petit casseau, là, c'est meilleur que des chips pour moi. Je suis folle. Ah, c'est bon, hein? Tomates. Je capote sur les tomates de serre, les tomates de champ aussi en saison, mais moi, c'est vraiment mon grand plaisir et je mange 2 casseaux par jour. Des tomates, moi, ça n'a aucun sens. En tout cas, le médecin me dit le cancer de la prostate, tout ça devrait être correct parce que ça a l'air que la tomate, c'est une bonne protection. Ah, oui, mais c'est une bonne idée, vois-tu? Tu sais, on disait des collations, mais le prendre comme manger des chips, c'est-à-dire tu vas préparer des concombres, par exemple, et des tomates, des mini-tomates qui se vendent, c'est quand même assez raisonnable. Si on compare ça au prix des chips, puis au poids, puis à la quantité qu'on prend, c'est tout à fait logique de manger ça. Mais c'est bon. Puis moi, j'ajoute des fois juste un petit peu de sel de mer et de poivre, ça vient pimper ça. C'est une maudite bonne collation. Ah, tellement. Moi, je mets de la fleur de sel, là. C'est tellement, tellement bon. Mais j'en conviens, quand t'es amateur de chips, on dit, bon, on les voit, eux autres, avec leurs tomates, pas la même chose. Mais on aime ça. On aime ça. Donc, il y a des façons d'économiser vraiment. On sait que le panier d'épicerie a augmenté. Manger moins de viande, manger moins des aliments. Le fromage qui est déjà râpé, c'est plus cher que si on le râpe soi-même. Regardez le prix aux 100 grammes des impressionnant. aliments. Sur le fromage, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les yogourts en format individuel, c'est beaucoup plus cher que le yogourt en gros format. Donc, il y a vraiment des économies à faire. Puis, tu sais, ça serait triste de couper dans les fruits, dans les légumes, surtout que c'est vraiment si j'ai le les choix, aliments les plus santé. Isabelle, si j'ai le choix, je vois venir la réponse, mais quand même, je veux qu'on le mentionne. Parce que tu as parlé tantôt de légumes surgelés. Par exemple, moi, je suis un amateur. On a redécouvert, avec nos derniers voyages en Europe, les petits pois verts, les petits pois, et aussi le maïs en grains, 2 couleurs, 3 couleurs. Souvent, il est très, très bon congelé, puis on n'arrive pas à l'avoir tout le temps aussi frais. Fait que je me dis, ma question est la suivante. Est-ce qu'il faut presque toujours privilégier, surtout pour les légumes, congeler avant le canage? Oui, absolument, parce qu'en canage, là, il y a beaucoup, beaucoup de sel. Ouais. Les aliments sont moins bons aussi. Je pense, l'exemple des petits... C'est drôle parce que c'est mes 2 légumes que je prends surgelés parce que j'adore ça, les petits pois dans le risotto, le maïs en grains dans un chili, sont tellement bons, ils restent croquants. Oui. Donc, côté organoleptique, nettement supérieur, côté valeur nutritive aussi, parce qu'ils sont surgelés dès la cueillette. Donc, ça, c'est sûr que c'est plus intéressant d'aller surgeler. Puis d'en avoir toujours sous la main des légumes surgelés, que ce soit les petits pois, le maïs ou les autres produits. Tant mieux s'ils viennent du Québec, mais sinon, tu sais, c'est un bon dépanneur. Quand on n'a rien pour souper, là, tu sais, tu pars un carré, tu fais sauter ça, c'est gagnant. Puis si tu mets un bloc de tofu, je vais te dire, ça sera pas si cher que ça. Alors, non, effectivement, puis je ferai pas un Ricardo de moi-même, ni un Isabelle Huot de moi-même, mais je dirais aux gens que si vous aimez la soupe ou les potages, comme moi, je peux, tu sais que j'ai toujours de la soupe dans le frigidaire à l'année chez nous. Oui. Je suis réputé comme ça dans ma famille, mais il y a les touski, mais je te dirais que dans ce qui marche beaucoup, qui est très simple, avec un fond de poulet, c'est-à-dire de bouillon de poulet, souvent, je prends des petits pois, d'une part, avec un peu d'oignon, puis après ça, bouillon de poulet, puis je fais une soupe, c'est très simple, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lait là-dedans, puis quand ça fait des potages extraordinaires, même chose, même recette, mais avec le maïs, puis c'est tout aussi bon, c'est vraiment très, très bon. Puis c'est une façon effectivement de manger des légumes. Souvent, c'était mon truc quand mes enfants étaient plus jeunes, pouvaient manger des légumes, je faisais des soupes plein de légumes. Aujourd'hui, c'est eux qui m'en font, c'est le fun. Papa, je t'ai apporté une soupe. Non, mais les soupes, écoute, c'est vraiment un secret pour manger plus de légumes. Moins de sel aussi quand on les fait, hein?
Oui, puis une soupe aux lentilles, lentilles rouges corail, là, ça cuit sans trempage, là. C'est une soupe repas, ça coûte pas cher, puis avec des légumes, ça fait vraiment quelque chose de super nutritif aussi. Je veux que tu me parles des super aliments, ce qu'on appelle les super aliments, parce que je sais pas si c'est vrai. On dit souvent la coriandre, le miel, l'huile d'olive ou l'ail, ainsi que les légumineuses, on les appelle les super aliments. Ils ont des propriétés. Est-ce que c'est vrai d'abord? Ben, ce qui est super, c'est la variété dans notre alimentation. C'est sûr qu'il y a des aliments qui se distinguent des autres. Je pense aux bleuets, les bleuets sauvages, il y a plus d'antioxydants. La pomme grenade, il y en a plus aussi. La graine de chia, il y a des oméga-3, il y a du calcium. Donc, ils se distinguent, ces aliments-là, des autres parce qu'ils ont une valeur ajoutée. Mais faut pas non plus leur donner des pouvoirs d'aliments magiques. Il n'y a aucun aliment magique. Il n'y a aucun aliment qui fait fondre les graisses. Il n'y a aucun aliment en soi qui guérit contre le cancer ou qui permet de se prémunir de la COVID. C'est un ensemble de patterns alimentaires, d'habitudes, puis la synergie des aliments entre eux. Puis parce qu'on parle de super composantes, là, tu as beaucoup de compagnies qui font beaucoup plus que 5% de marge, qui vont aller isoler un ingrédient actif, par exemple le lycopène dans la tomate. On l'isole et puis on en fait un supplément qu'on vend super cher. Mais dans les études, c'est vraiment la consommation de tomates, surtout quand la tomate elle est cuite ou avec un corps gras comme l'huile d'olive, où on a un lien, une corrélation entre la diminution du risque de cancer de la prostate. Est-ce que le lycopène qui est extrait en haute dose a le même impact? Pas toujours. Fait qu'il faut être prudent quand on parle de super composantes phytochimiques. La tomate, on a de la vitamine C aussi. Il y a d'autres éléments qui sont bénéfiques, qui font en sorte que c'est un bon aliment pour la santé, là. OK. Avant de parler du sujet du jour, c'est-à-dire on ne l'a même pas mentionné encore, mais je veux qu'on va s'arrêter sur la fraude alimentaire. Pas que c'est si nouveau, puis c'est pas arrivé en 2020 cette année, mais c'est parce que là, ça prend des proportions assez impressionnantes. On va en parler dans 2 secondes. Juste avant, je voulais que tu m'expliques, parce qu'à toutes les fois que comme parents, quand on a des jeunes enfants, quand on parle à d'autres parents qui ont des jeunes enfants, quand on parle à nos enfants qui vont avoir des enfants, un des éléments les plus drôles dans ce qu'on raconte, dans les anecdotes qu'on va mentionner, c'est on va dire, quand t'étais jeune, ton père, il trempait ta suce dans le miel, il mettait du sucre debout, t'aimais ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qu'on dit derrière tout ça, c'est qu'il y a à peu près aucun être vivant qui aime pas le sucre à la base. Si on fait pas attention, est-ce que c'est le plus addictif, le plus intéressant des produits sans filtre, le sucre? Clairement. Clairement, ben d'abord le sucre, comme tu le dis, c'est un petit biberon avec du sucre, le bébé qui sourit versus l'amertume, l'acidité qu'il déteste, même le salé. C'est vraiment un goût inné, le sucre. Il y a une partie éducation aussi, dans le sens où tu finis pas ton repas, tu n'auras pas ton dessert, donc ça fait partie de nos habitudes de vie. Mais le sucre active les zones au cerveau qui sont le circuit de récompense. Donc, manger du sucre, c'est un peu comme une drogue, en tout cas, du moins dans des modèles animaux, c'est ce qu'on démontre. Ça nous procure un bien-être immédiat. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des compulsions alimentaires, qui ont des rages et qui tombent dans le sucre parce que ça a un effet réconfortant, un effet qui nous fait du bien. Chose certaine, on en mange trop de sucre. L'OMS nous dit qu'il faudrait pas dépasser 6 à 12 cuillerées à thé de sucre ajouté, incluant le sucre des jus de fruits par jour. On parle de 25 à 50 grammes. Puis on est loin de ça. Tu sais, on pense à un yogourt aux fruits, c'est déjà 3 carrés de sucre. On pense à des aliments un jus de fruits, un petit jus de fruits de 4 onces, une demi-tasse, c'est déjà 3 carrés de sucre. Puis là, on parle qu'il faut pas dépasser 12. Là, j'ai juste pris un yogourt puis un petit verre de jus, puis je suis déjà à 6. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça monte très, très vite. Et plus on mange du sucre, plus on a envie d'en manger. Et donc, si on commence le matin avec une chocolatine, quelque chose de sucré, ben toute la journée, on a le goût de manger du sucre. Puis en parallèle, on dit, OK, ben là, je vais prendre du faux sucre, des édulcorants, donc du sucralose, du stevia, du fruit du moine, peu importe. Ça entretient le goût du sucre. Ça déjoue le cerveau qui s'attend à une livraison de sucre. Il n'y a pas de livraison de sucre. Donc, après ça, on a le goût de manger des aliments riches en sucre. Et ça altère le microbiote, notre flore intestinale qui est constituée de centaines de milliards de micro-organismes. Et plus le microbiote est diversifié, moins on souffre d'obésité, moins on a d'inflammation et meilleur est notre morale. Il y a des liens évidents qu'on appelle gut-brain axis, l'AX,
entre l'intestin et le cerveau, bidirectionnel. Donc, le contenu de notre flore intestinale influence l'état dans lequel on est, et ça vaut à l'inverse aussi. Donc, si on est préoccupé, ça va déjouer de façon défavorable sur la flore. Ça veut dire que même si on décidait de plus prendre de sucre, rien d'ajouter, plus de dessert, plus rien de sucré, on mangerait du sucre pareil, parce qu'il y en a à peu près dans tout. Les amateurs de bonne bouffe conviennent que les riz de veau sont parmi les plats les plus savoureux qui existent. Plusieurs restos en servent, c'est sûr, mais il y a juste le Bistrot B qui prépare les riz de veau du chef François Blais. Un pur régal. Réservez vite les vôtres pour la Saint-Valentin. Les riz de veau du Bistrot B sont tellement bons que je pense qu'ils devraient même changer le nom pour Bistrot R. Bon, en attendant, réservez vite au bistrotb.ca ou sur leur page Facebook. Menu pour emporter disponible les 12, 13, 14 février. Il y en a dans tout, mais c'est sûr qu'en ce moment, les régimes à la mode, c'est les régimes avec le moins de sucre possible. Il y a le régime, il y avait le régime paléo, le régime cétogène, il y a 25 grammes de glucides par jour, puis c'est pas du sucre, là. On parle de peut-être une demi-tasse de framboise et quelques glucides dans des épinards et des légumes verts. Donc ça, il n'y a pas de sucre, ce régime-là, pas du tout. Donc, les gens, je le recommande pas en passant, mais les gens qui le suivent ont tendance à dire j'ai perdu mes envies de manger du sucre. Par contre, ils s'accordent de temps en temps des cheat days, et ces cheat days-là, là, ils vont se gaver. Et c'est pas nécessairement mieux de faire des journées où on mange zéro sucre, puis à un moment donné, on se gave là, comme ça. Isabelle, on revient à ce que tu as dit à peu près 1 milliard de fois, juste à mon antenne. Oui. Imagine-toi, c'est l'équilibre. Il n'y a pas de recette miracle. L'équilibre, manger un peu de tout, manger équilibré, c'est pas de démesure. Ouais, mais c'est quoi, Gilles? C'est que l'équilibre, c'est pas vendeur. Je sais, bon, c'est plate. C'est comme dire qu'on est plate en baptême, c'est équilibré, donc t'es plate. Exactement. Puis nous, c'est ce qu'on prône, manger équilibré, manger méditerranéen, manger de tout. Non, c'est pas sexy notre message. Fait que là, c'est plate parce que les gens n'écoutent pas une nutritionniste. On a l'air vraiment d'être cours d'école, tu sais, d'être des maîtresses d'école, puis d'avoir un discours qui est plate, alors que de l'autre côté, tu as des livres qui prônent des approches beaucoup plus marketing, beaucoup plus vendeuses, puis qui vont vendre 1 million de livres, là. Isabelle, j'ai un ami qui dit, je suis allé voir une nutritionniste, puis j'expliquais une journée type. Mettons un samedi, gars, j'ai mangé ça au déjeuner, des œufs, un pain d'eau céréales, un peu de beurre dessus, beurre d'arachide, il explique sa journée. Puis il dit, gars, j'ai pas pris tant de sucre, pas pris de dessert au midi, le soir, peut-être juste un petit morceau de... La nutritionniste, il a dit, est-ce qu'il s'est pris de la boisson dans la journée? C'est pas du sucre! Il a dit, qu'est-ce que tu penses que c'est? Les 3 bières avant le souper, puis les 6 verres de vin. Veux-tu qu'on compte le sucre? Non, tu comprends ce que je veux dire? On me semble que ça fait notre affaire de voir le sucre juste dans la tarte au sucre, dans le carré, le chocolat qu'on a acheté. Fait que finalement, on oublie des bouts, là. Il y en a partout. Oui, c'est sûr que quand on fait des journaux alimentaires avec nos clients, on se rend compte qu'ils prennent pas mal plus de sucre qu'ils nous le disent, là. Mais on n'a pas besoin de le couper complètement. L'idée, c'est moins de sucre dans le quotidien, ce qui nous permet de manger une pointe de gâteau un samedi soir, là, parce que si tu dis plus jamais, c'est une forme de restriction mentale qui peut être nocive, là. Mais si on va être positif, on n'est pas négatif, là, mais je veux dire, si on va être, mettons, proactif et positif, mettons qu'on prend ceux qui nous écoutent maintenant, ceux et celles qui nous écoutent, qui font l'épicerie. Il y a 25 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, puis aujourd'hui, à mon avis, on a quand même une connaissance un peu plus grande et un intérêt un peu plus grand, entre autres pour lire les étiquettes, regarder qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a donc quand on voit les grammes de sucre, moi je pense qu'on a fait des progrès là-dessus. Est-ce que je me trompe? Ah, c'est clair. On a plus de diversité dans notre assiette. On cuisine des recettes qui viennent d'ailleurs. Il y a vraiment des inspirations de traditions culinaires de plein de pays. Puis ça fait juste, c'est juste intéressant pour notre santé, ça c'est clair. Mais il y a aussi les traditionnels qui veulent absolument rien savoir, qui m'écoutent à la télé, qui disent moi je veux rien savoir, je veux rester dans mon steak, blé d'Inde, patate. C'est ça qui fait mon bonheur. Ben, c'est correct aussi, mais tu as raison qu'en général, les gens sont curieux, ils
ils passent plus de temps à lire le tableau d'information nutritionnelle. Ils s'intéressent aux allégations, donc les allégations faibles en sodium, sans OGM, biologique. Encore faut-il que ça soit pas une étiquette trompeuse. Mais ça aussi, c'est le cas. OK, on arrive à notre sujet. Alors, la fraude alimentaire, la modification, la substitution ou la falsification de produits alimentaires ou d'emballage, juste pour vous donner des chiffres pour qu'on parte la discussion, coûte à l'industrie alimentaire mondiale 40 milliards de dollars. Ça, c'est tout ce qui est faux ou encore substitution ou falsification. 40 milliards de dollars chaque année. Et on dit que les fraudeurs ont réussi à détourner dans leur poche 15 milliards de dollars l'an passé, en 2019. Alors, la fraude alimentaire, ça peut être bien des choses, mais il y a des produits qui reviennent plus souvent. Alors, je vais laisser notre docteur en nutrition nous en parler. Dans quel produit on voit le plus de fraude alimentaire? Écoute, c'est fou. Plus je lis sur la fraude, plus je trouve ça aberrant, puis je trouve qu'on manque d'inspecteurs, puis qu'on n'a pas suffisamment de contrôle. Mais bref, la fraude, là, il y a un sondage en 2017 qui montrait que 84% des Québécois étaient préoccupés par la fraude alimentaire. Wow. Il y a jusqu'à 10% des produits qui sont touchés par la fraude. J'ai même trouvé une étude en Ontario qui dit que 30% des produits agroalimentaires au pays ne contiennent pas ce qui est décrit sur l'étiquette. Les produits, ça c'est fou, les produits les plus, puis j'ai plein d'exemples là qui c'est assez déplorable de voir ça dans les aliments les plus fraudés, l'huile d'olive. On parlait d'huile d'olive en début d'émission, à quel point on a goûté des bonnes huiles un petit peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de fraude à ce niveau-là. Les poissons, les fruits de mer, je vais donner des exemples concrets un peu plus loin. Les produits faussement étiquetés biologiques ou faussement étiquetés venant du Québec alors que ça vient d'ailleurs. Le lait, on a un cas en Chine en 2008 de lait contaminé à la mélamine. C'est assez dramatique, il y a eu des morts. Le miel, le sirop d'érable, c'est vraiment fou. Le café, le thé, les épices, le vin, les jus de fruits, c'est le top 10 des aliments les plus fraudés. Puis, en donnant des exemples et en lisant, j'ai dit, voyons donc, ça se peut pas. Tu n'as appris toi-même, tu n'as appris, c'est ça que tu me dis? Moi-même, j'en ai appris, puis je dis quel genre de confiance on peut avoir envers nos produits alimentaires. Ça peut prendre plusieurs formes, là, tu l'as mentionné. Donc, substituer un aliment, par exemple, on vend un produit comme étant du bœuf, mais c'est du cheval. Ça, c'est arrivé en 2013 en Irlande. Il y a une centaine de produits qui étaient vendus, soi-disant que du bœuf, c'était du cheval. Bon, ça encore là, c'est pas dangereux pour la santé, c'est moins pire, mais je vais donner des cas tantôt où ça pose vraiment un risque pour la santé des consommateurs. Donc, des lasagnes au bœuf, puis finalement, tu disais, voyons, comment ça qu'il arrive à un prix comme ça, puis en faisant analyser, c'était du cheval. Il y a eu des cas aussi dans des restaurants. En 2015, une grande étude qui ont testé des escalopes qui se disaient de veau. Et ils disaient, voyons donc, comment ils arrivent à vendre des escalopes de veau à tel prix? Donc, ils ont fait l'analyse de 25 restaurants, puis il y en a 14 sur 25 que c'était des escalopes de porc, mais une fois bien panées dans une sauce tomate, l'escalope de veau vendue par Mediana, le consommateur n'y voyait que du feu et achetait ce produit-là. Et mon Dieu, mais ça veut dire qu'on serait peut-être fait prendre, nous autres aussi, s'il y a beaucoup si tu mets de la sauce en masse, tout ça, puis de la panure, finalement, ça goûte. C'est pas drôle à dire. Finalement, ça goûte la panure. Fait que finalement, on s'en rend pas compte. Et c'est le cas dans beaucoup de poissons. Il y a une étude au Canada, il y a 44% des échantillons de 400 poissons qui contrevenaient aux normes d'étiquetage. Honnêtement, le poisson, on connaît pas tant ça au Québec. Donc, tu sais, c'est très facile de faire passer un poisson, mettons un flétan qui coûte plus cher. On vend un poisson qui est beaucoup moins cher, qui est souvent du surélevage en Asie. Un petit tilapia pas vite fait, hein? Oui, c'est ça, un petit tilapia qui coûte pas cher puis qui vient d'une surpêche. Tu sais, c'est vraiment au niveau du prix, là, c'est très fréquent. Ensuite, tout ce qui est dilué en aliment, genre le miel, on vend pour du miel, mais c'est du sirop de maïs, du sucre, de l'eau. Ça, c'est arrivé fréquemment. Et là, je parle pas ailleurs, là, je parle au Canada. Les épices, souvent dans des analyses que j'ai regardées, il y avait un taux de conformité en deçà de 70%, donc 30% qui avaient des résidus d'insectes ou du feuillage. Ah, voyons, c'est bien dégueulasse. Ouais, de la craie, de la farine.
Mon Dieu, on dirait que tu décris les composés. Tu sais, quand on parle de la composition de la coke, là, qu'on met n'importe quelle cochonnerie de la Jax là-dedans, là, t'es en train de me dire des moustiques. Voyons donc. Les épices, le café, le thé, c'est fou. Le café, c'est coupé avec des farines de pommes de terre, avec de la chicorée, les feuilles de thé avec du sable, ou on prend d'anciennes feuilles de thé qu'on va recycler. Dans les épices, on utilise même un colorant qui est cancérigène, le soudan, parce que ça va donner, mettons, au curcuma une belle couleur jaune, mais que finalement, ben c'est pas vraiment du curcuma, mais c'est des résidus d'insectes. T'sais. Et ça, c'est arrivé souvent, même qu'on dit, ben achetez vos épices entières puis broyez-les à la maison pour éviter cette fraude-là. La vanille, l'extrait de vanille, c'est super cher, l'extrait de vanille pur, donc c'est souvent dilué avec d'autres choses. Même chose pour des jus de fruits où on vend un jus de fruits, mettons, bleuet, grenade, qui sont des fruits qui sont très chers, mais on dilue avec d'autres jus de fruits ou avec du sucre. L'huile d'olive, tellement, et il y a eu 2 cas au Québec, un importateur du coin de Mirabel, justement, qui ont payé des amendes parce que on vend de l'huile d'olive, mais en fait, c'est de l'huile de grignon. Grignon, c'est le noyau de l'olive, donc c'est la dernière extraction de l'olive. C'est la moins chère, évidemment. La première extraction qui vaut l'appellation extra vierge, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui vient avec le plus d'arôme aussi. Donc, on vendait au Canada de l'huile de grignon. Quand c'est pas mélangé avec de l'huile de canola ou de maïs, ça arrive souvent. Je veux juste savoir, là-dessus, excuse-moi, sur l'huile d'olive, parce que ça touche beaucoup de monde, puis en même temps, on a tous remarqué que si on va à une boutique spécialisée de produits importés ou de produits plus fins, on va voir des petites quantités d'huile d'olive, mettons, à 29$. Tu dis, ouais, c'est assez cher. Bon, est-ce qu'on paye pour le prix? Est-ce qu'on paye parce que ça a été importé? C'est une chose. Mais d'autre part, on arrive avec une grosse quantité, mettons, je sais pas, moi, au Provigo, puis on voit des marques j'allais dire pseudo-italienne, c'est des noms italiens, mais on sait pas si c'est des grandes marques, mais si t'as un litre et demi d'huile d'olive, ça coûte 9$, je dis, attends un peu, là. Entre 29 pour 250 millilitres, puis 9$ pour 1,5 litre, il doit y avoir une mesure. Ça devient difficile, ça, que tu comprends, comme consommateur. Ben, c'est un bon indicateur, le prix. C'est sûr que tu peux avoir des super huiles d'olive, bouteilles foncées, extra vierge, comme taux d'acidité, que tu vas payer 30$, mais tu sais, tu peux en avoir à 25$ le litre qui ont de l'allure aussi. Mais posez-vous des questions. Si c'est 1,5 litre à 9$, là, vraiment, j'ai un doute, surtout si la bouteille est transparente, si on connaît pas la marque. C'est un peu comme si on te demandait 8$ pour acheter un homard dans le temps du homard. Tu dirais, voyons, 8$ d'un restaurant, ça marche pas, là. Exactement. L'huile d'olive, là, c'est tellement facile à frauder, là. Tu peux mettre une petite proportion d'huile d'olive, mais tu sais, t'allonges avec des huiles plutôt neutres. Et l'autre produit qui est fraudé super souvent, c'est le parmesan. Le vrai parmesan, ça coûte vraiment cher. Le Parmigiano Reggiano, c'est une appellation italienne. Donc, si on mélange avec des fromages moins chers et on met de la cellulose, qui est comme un résidu du bois, c'est permis jusqu'à 2% dans un mélange de fromage râpé, parce que sinon, le fromage râpé va s'agglutiner. Donc, c'est comme ça permet d'éviter de s'agglutiner, mais dans des fromages parmesans analysés, ben il y avait souvent un 8%, 10% de cellulose au lieu d'avoir un 2% comme la norme de Santé Canada est établie, tu sais. Ou il y avait des olives qui étaient un peu passées date, puis comme on mettait une peinture, genre sulfate de cuivre pour rendre l'olive plus intéressante, tu sais. Fait que ça fait c'est juste quelques exemples, là, mais j'en ai plein d'autres. Un mauvais étiquetage, ça arrive souvent. Le Conseil des appellations réservées des termes valorisants, c'est eux qui gèrent les certifications biologiques. Ouais. Ben, il manque d'inspecteurs. Fait que souvent, tu mets logo bio, puis soit que ta certification est plus bonne, soit que c'est pas vrai. Sans compter, une des entreprises qui a payé le plus cher, c'est Mucci, les tomates Mucci, une entreprise de l'Ontario, qui ont dit que les tomates étaient locales alors qu'elles venaient du Mexique, qui ont payé 1,5 million d'amende. C'est l'amende la plus élevée que j'ai vue dans le domaine alimentaire. Et ça, c'est une autre solution, d'avoir des amendes dissuasives, donc des amendes élevées. Là, quand tu payes, quand j'ai vu les huiles d'olive qui avaient payé 1 000 d'amende, ben, écoute, c'est pas suffisant. C'est non, c'est des peanuts pour eux autres, là. C'est ce que le gars a dit. C'est pas. Ben non, c'est des peanuts. Puis écoute,
des cas où c'est dangereux pour la santé, genre des sardines périmées qui ont été réemballées au Portugal, des arachides qui ont été vendus comme des pignons de pain parce qu'on sait que les pignons, c'est très cher. Donc, on a concassé des arachides. Et attention, là, allergie aux arachides sévères. Oui. Tu penses que tu mets des pignons, tu mets des arachides, choc anaphylactique. Seigneur. Vraiment, en Italie, 30 tonnes de fruits de mer qui ont été arrosés de phosphate puis d'autres composantes parce qu'ils étaient périmés aussi. Et un des cas qui a vraiment causé des morts et beaucoup de malades, c'est la mélamine, qui est une résine qui a été mise dans le lait en poudre en Chine pour augmenter la teneur en protéines parce que le prix du lait est basé sur sa teneur en protéines. Donc, ça a fait grimper le prix. Il y a eu 6 enfants décédés, 300 000 malades dus à la contamination du lait en mélamine. Ça a eu lieu en Chine, mais partout dans le monde, les produits ont été rappelés dans 60 pays de cette compagnie-là de Nouvelle-Zélande qui achetait le lait en Chine, là. Rassure-nous, Édouard, est-ce qu'il y a au moins des inspecteurs, des inspectrices qui surveillent? D'abord, quand on achète, c'est marqué qu'il y a 200 grammes. C'est-tu 200 grammes ou c'est 162? Y a-t-il quelqu'un de temps en temps qui random va regarder? Puis quand on nous vend, tu sais, j'imagine, tu vas me dire, il n'y a pas assez de monde pour tout vérifier, ça va tellement vite, mais c'est un peu épeurant. Est-ce que tu nous comptes là? Ben tellement. Puis au fédéral, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui s'occupe de ça. Au Québec, c'est le MAPAC. C'est beaucoup des dénonciations. Hein. Puis les dénonciations, ben ça vient souvent d'entreprises en compétition. Tu sais, ils vont dénoncer, par exemple, un compétiteur en disant « Hey, j'ai surveillé son poids, c'est pas ça ». Ça vient souvent de là parce que eux ont comme pas le temps de faire des vérifications aléatoires. Donc, oui, on peut faire des plaintes, mais j'ai regardé, il y a comme une 50aine de plaintes à l'Agence canadienne d'inspection par année. C'est rien, 50 par année. Puis le nombre d'inspecteurs, je l'ai pas en tête, mais c'est un dossier que j'avais regardé l'année passée, mais le nombre d'inspecteurs est clairement insuffisant. Okay. Les montants investis, en fait, en surveillance alimentaire sont vraiment négligeables, qui n'ont pas arrêté de diminuer au cours des années. Fait que clairement, c'est pas une solution. C'est sûr que le consommateur doit être prudent, mais c'est facile d'être floué aussi. Donc, acheter d'un producteur qu'on connaît, quand on voit le prix de l'huile d'olive à 9 $, comme dit, ben peut-être se dire que ça se peut pas, soulever des doutes. Ouais. Mais clairement, il y a un manque. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont mettre en place un système de sécurité de surveillance auprès de leurs fournisseurs. Des inspections très, très, très poussées qui coûtent cher à mettre en place, mais qui gagent d'assurance pour le consommateur. Tu sais, moi, je vends par exemple à Costco ou Walmart, ben ils exigent que les entreprises avec lesquelles je fais affaire ont cette certification-là, qui vont faire des analyses poussées sur tous les intrants. Donc, si j'achète un produit de Chine, ben je vais analyser le produit pour m'assurer justement que le produit n'est pas contaminé avec insectes, farine ou autre, là. Question circonstancielle, est-ce que la crise sanitaire actuelle, Isabelle, fait augmenter le risque de fraude alimentaire? Ah oui, je pense que oui, parce que ça coûte très cher à l'industrie alimentaire, d'abord parce qu'il faut c'est pas tous les travailleurs qui peuvent être sur une ligne de montage en même temps, ça prend de la distanciation, toutes les mesures qui ont été mises en place pour nettoyer les postes de travail, la distanciation, ben ça a coûté cher à l'industrie. Puis on le disait, l'industrie, ben c'est une industrie où on a des marges de 5 %. Fait que là, l'industrie se retrouve, il peut pas monter son prix en épicerie parce qu'on a eu un avis de toutes les grandes chaînes que durant la pandémie, on ne peut pas faire de hausse de prix. Donc, il y en a peut-être eu là qui ont été permises dans certains secteurs comme les fruits et légumes, mais nous, dans nos catégories, on n'a pas le droit d'augmenter les prix avant le printemps. Donc là, l'industriel se dit, OK, j'ai une hausse de prix, moi, ça me coûte tant de centaines de milliers de dollars pour ça. Il faut que je refile la facture à quelqu'un. Donc, je pense que ça peut inciter plusieurs industries à aller du côté de la fraude et diluer des produits notamment pour garder une marge qui est acceptable. Fait que moi, je dirais, il peut juste en avoir plus en ce moment. Puis le gouvernement, ben c'est sûr que le gouvernement, on a vu notre dette aussi considérablement. Fait que je pense pas qu'ils vont dire, bon, ben la surveillance alimentaire, ça fait partie de nos priorités. Oui. Et c'est comme un cercle vicieux. Tu sais, on a besoin d'inspecteurs, on a besoin des industries. On veut avoir confiance en notre système canadien, puis légiférer un peu mieux dans tout ce qui est importé aussi. Sais-tu,
je suis en train de penser que si j'étais un commerçant légitime qui fait bien attention, qui surveille chaque produit, qui fait même des enquêtes, qui s'assure de... ça me mettrait en maudit. Je me dirais, dans mon propre domaine, mettons que je vends du miel. Je suis très content, j'ai ma propre production. Je me rends compte que le public, il va toujours, souvent, en tout cas pour le prix. Fait que si je vais faire un tour chez Walmart, mes produits sont peut-être là, mais ils sont beaucoup plus chers que pour une plus grande quantité, une compagnie que je connais plus ou moins. Ça doit être frustrant, tabarouette, parce que dans ton propre domaine, tu le sais. C'est eux qui dénoncent. Ben oui, c'est eux qui vont dénoncer. Ils vont dire, hey, attends, là, c'est injuste, puis il va dénoncer l'autre compagnie. Puis en quelque part, c'est correct. Je veux dire, si on se bat pour un marché qui est limité, puis que l'autre compagnie fraude, je pense qu'il faut le savoir, puis c'est pour le bénéfice de tous, là. Il n'y a aucun doute. Ah, c'est un dossier qui n'est pas fini. J'espère juste qu'on va améliorer l'affaire, parce qu'on se rend compte que la productivité, ça a du bon. Puis le fait de vouloir faire de l'argent, c'est une chose, mais c'est genre d'éléments qui peuvent pousser à lever la tête un peu sur certains principes et une certaine morale hygiénique. Tellement. Ah non, écoute, plus je lis, là, j'ai dit ça, c'est un dossier. Je vais continuer de faire des recherches là-dessus parce que c'est vraiment un sujet là qui écoute, j'en découvre chaque jour. Depuis que tu me dis on va faire ce sujet-là, là, je lis, puis j'arrête pas de découvrir des fraudes partout dans le monde, c'est fou. Sans compter que le tableau d'étiquetage nutritionnel Santé Canada permet 20 de marge d'erreur. Fait que je trouve ça terrible aussi. Ça veut dire que c'est beaucoup. Irais-tu te faire opérer, toi? Hein? Te ferais-tu opérer, cœur ouvert, en disant, je sais pas trop où je m'en vais, 20 de bâtins. Ben, c'est justement, tu dis, attends, là, je suis diabétique, je regarde la quantité de sucre dans les produits que j'achète. 20 et c'est peut-être 20 de plus. Ben, ça change. Même chose pour le sodium. Fait que ça aussi, je trouve que vraiment, là, il y a un gros manque. Mais c'est pas moi qui va aller régler ça au gouvernement. Moi, ça avance pas assez vite à mon goût. Mais d'abord que t'as pas de mélamine dans tes épices à toi, t'es correct, là? Et c'est mélamine dans le lait, dans les épices. D'abord, moi, je vends des épices, là. Écoute, t'es surveillé? J'espère que... Ben non, j'ai un très bon fabricant, mais on sait jamais. Tout à coup, il achète des épices puis que c'est lui se fait. On sait pas l'origine de la fraude. Non, c'est complexe. Juste avant de se laisser, j'ai quelques questions en vrac. C'est toujours important. Le public en a beaucoup. La fameuse question, combien il faut boire d'eau par jour? Parce que ça, on entend toutes sortes d'histoires. La réalité pour une personne normale, c'est combien d'eau par jour? 1 millilitre de liquide par calorie consommée. Fait que grosso modo, 2 litres, mais eau, tisane, thé, même le café hydrate jusqu'à 3 cafés par jour. OK, donc, mais un verre de vin, ça compte pas pour de l'eau, là? Non, parce que ça, c'est diurétique. Fait que ça compte pas, mais le café, ça vient de changer. Okay. J'ai été étonnée, là, vraiment. Bon, du thé, des tisanes, du café et de l'eau autour de 2 litres d'une journée. Du lait. OK. Du lait puis de la boisson végétale, ouais. OK. Manger cru, est-ce que c'est meilleur pour la santé ou moins bon que manger cuit? Ben, c'est plus dur à digérer. C'est sûr que tu as un petit peu plus de vitamines, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des nutriments qui vont bénéficier de la chaleur, genre le lycopène, quand c'est cuit, c'est mieux absorbé. Fait que un peu de cru, puis du cuit, c'est bien correct aussi. L'équilibre. Toujours l'équilibre. Ah ouais. Est-ce qu'il faut bannir les conserves? Ben, les conserves, non. Moi, j'utilise souvent des conserves de fèves rouges pour faire des chilis, tout ça. Si vous êtes hyper tendu, là, regardez, il y a beaucoup de sel. Fait que juste prioriser les conserves avec l'allégation sur le dessus qui est écrit faible teneur en sodium ou encore sans sodium. Ça peut faire une grosse différence. Les abeilles, des fois, les rincer aussi. Tu sais, tu parles des fèves, tout ça, puis des pois chiches, là, tu rinces. T'enlèves du sel en bâtin, ça, si tu rinces. Et très important, mais t'enlèves, tu sais, ça fait peut-être 1 an qu'il est dans la conserve qui a absorbé du sel, là, t'enlèves pas tout. Non. Mais t'enlèves une partie, absolument. Puis ça aide à mieux digérer parce que l'amidon qui se retrouve dans l'eau, ça peut, déjà que c'est pas facile à digérer des légumineuses, ça peut vraiment donner un coup de pouce. Le sel de mer, est-ce qu'on peut en manger sans réserve ou ça reste du sel, faut faire attention? Ouais, une cuillère à thé de sel de mer, une cuillère à thé de sel régulier, ben c'est 2300 mg de sodium. C'est la même chose. Par contre, avec sa texture, des fois le goût, comme la fleur de sel ou le sel de mer, des fois ça nous plaît davantage. Mais côté sel, c'est autant de sodium. C'est vraiment autant de sodium. C'est juste vraiment une question de goût. L'eau minérale, est-ce que c'est aussi bon que l'eau plate? Moi, j'adore l'eau minérale. Je trouve que vraiment,
c'est un truc que je donne les gens qui veulent diminuer justement leur consommation d'alcool. De l'eau minérale, c'est pétillant, ça peut être le fun. Quand les bulles sont grosses, c'est plus difficile à digérer pour les gens qui sont sensibles au ballonnement. Okay. Fait que des bulles fines, sans Perrier ou sans Pellegrino, tu sais, bon, ou Esca, mettons. Prenons des bulles qui sont fines. Perrier sont plus grosses. C'est une eau qui est regazéifiée à la sortie de l'eau de source. Donc, les bulles sont plus grosses, c'est moins digeste qu'une sans Pellegrino où les bulles sont plus petites. Et on a des eaux pétillantes, en fait, de source et des eaux minérales. Donc, qui dit minéral, ça veut dire 500 mg et plus de sels minéraux dissous. Fait que ça peut être une source intéressante de calcium. Le calcium dans l'eau est très bien absorbé pour les gens qui prennent peu de lait. Mais il y en a qui ont beaucoup de sel aussi. Je pense à l'eau à Benakis, là, qui goûte un peu l'eau de mer, là. Ça, c'est vraiment trop salé. Okay. Mais il y a des eaux en Europe très populaires qui sont riches en magnésium, qui est un minéral super intéressant. OK. Être végétarien, est-ce que c'est assurément meilleur pour la santé? Non, en fait, ce qui est meilleur, c'est que les végétariens, en général, ont un mode de vie qui est plus sain. Ils bougent, ils fument pas, ils prennent l'alcool de façon modérée, puis ils prennent une abondance de végétaux. Tu sais, c'est mieux pour la planète, on s'entend. C'est pas le fait de manger de la viande qui est nocif, c'est de manger comme trop de viande rouge, des charcuteries. Donc, tu sais, c'est un ensemble de facteurs. Tu sais, on n'a pas besoin d'exclure la viande pour être en meilleure santé, mais c'est correct de diminuer nos portions de viande et de bonifier en protéines végétales, ça, c'est clair. 3 bons repas par jour ou 7 petits repas par jour? Oh, la science évolue. Et la science évolue tellement parce que moi, j'étais en faveur vraiment 3 repas, petits, des collations. Et là, une des grandes tendances, c'est le jeûne intermittent. Puis le jeûne intermittent, pour une personne diabétique, il y a quand même un avantage, du moins à court terme, parce on manque d'études sur 12 mois et plus. Sur une période courte, on a quand même des résultats sur la sensibilité à l'insuline, sur la gestion de la glycémie. Donc, maintenant, on personnalise beaucoup nos approches. Par exemple, quelqu'un qui vient nous voir puis qui dit, bon, ben moi, le matin, j'avais vraiment jamais faim. Je me forçais donc parce qu'on me disait que c'était le petit déjeuner qui était le plus important de la journée. Ben là, on va dire à quelle heure la faim se manifeste réellement. Jamais avant midi. Bon, ben c'est correct, cette personne-là, c'est une forme de jeûne intermittent parce qu'elle aura soupé la veille, mettons, elle termine à 19h puis elle va manger à midi. Cette personne-là, c'est correct. C'est pas quelque chose que je recommande d'emblée aux enfants, aux femmes enceintes, à quelqu'un qui a faim le matin puis qui a hâte de déjeuner, mais on personnalise de plus puis ça peut passer par un midi 8 qui est une forme de jeûne intermittent où la personne va manger entre midi et 20h, par exemple. OK. Et enfin, est-ce que manger équilibré, ça fait maigrir? Pas nécessairement, parce qu'on peut manger très bien, parfaitement, mais on peut manger trop. Oui. C'est comme, est-ce que l'activité physique fait maigrir? Ben, malheureusement pas, dans les études. Tu sais, ça peut aider au maintien du poids, mais la contribution de l'activité physique sur la perte de poids reste très minime. Souvent, la personne va manger un peu plus, en bougeant plus, la faim est plus présente, mais tu sais, c'est super bon pour le sommeil, pour les os, pour plein de choses, tu sais. Manger équilibré, ça dépend de la définition du manger équilibré, mais si on mange trop, ben, ça reste manger trop de calories dans une journée, tu sais. Ce qui fait perdre du poids, c'est vraiment respecter sa faim réelle, ne pas manger avec une faim émotionnelle qui est comme je me sens seule, je m'ennuie, je fais de l'anxiété, les aliments me réconfortent. Donc, c'est rétablir, je pense que le fondement de la perte de poids, c'est rétablir une belle relation avec les aliments, donc manger par faim réelle et manger diversifié, manger une abondance de végétaux et c'est pas la recette miracle qui fait perdre 20 livres par mois, mais ça peut contribuer parmi d'autres facteurs à faire perdre du poids progressivement. La question la plus importante, je la résume, mais tu viens de l'expliquer. Est-ce que j'ai faim ou j'ai envie de manger? Ah, tellement. C'est tellement ça. Puis particulièrement en pandémie, je te dirais, Gilles, là, ça touche encore plus les gens. Est-ce que j'ai faim ou j'ai envie de manger? Puis si j'ai envie de manger, pourquoi? Je viens de passer devant une pâtisserie, j'ai vu quelque chose qui m'appelle, c'est les odeurs. J'ai vu une annonce à la télé. Exactement, c'est l'habitude. Combien écoutent leur série le soir, puis
ça vient. J'ai encore quelqu'un qui me disait ça hier. Oui, mais je grignote devant mon émission préférée. OK, mais pourquoi on doit associer les deux? Si tu écoutes District 31, pourquoi ça doit venir avec du grignotage? Pourquoi que c'est pas une tisane à la cannelle ou il y a des tisanes maintenant aux arômes de gâteau carottes ou peu importe? Pourquoi que c'est pas ça? Ton moment, c'est ton émission préférée. Mm-hmm. Et d'associer toujours mon émission préférée avec du grignotage sans fin réel, ben c'est ça qui nuit à notre tour de taille, surtout à long terme. Là. Hey, merci beaucoup. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci d'avoir participé encore. Un bonheur. On va se reparler encore, c'est sûr, prochainement. Merci beaucoup, Isabelle. Un plaisir. Salut. Isabelle Huot est docteur en nutrition.